Le ministère de l'Économie et des Finances s'engage dans la modernisation et la gestion optimale de ses relations avec ses usagers et ses partenaires. Désormais, des guichets d'information et de renseignement sont mis à votre disposition et destinés à réserver un bon accueil aux usagers, fournir toute information relative aux activités du ministère, contribuer à lutter contre la corruption au sein du ministère de l'Économie et des Finances en évitant le contact physique entre les usagers et le personnel. Plus besoin d'arpenter tous les services du ministère à la recherche d'informations ou pour le suivi de vos dossiers. Rendez-vous au guichet d'information pour toute question relative au marché public, à l'exécution du budget, à la solde des agents publics, à la décentralisation ou toute autre information sur les activités du ministère de l'Économie et des Finances. Pour améliorer la sécurité au sein du ministère de l'Économie et des Finances, les conditions d'accès ont été réglementées. Le port d'un badge est obligatoire dans les locaux du ministère de l'Économie et des Finances, aussi bien pour le personnel que les usagers. Concernant les usagers, les prestataires et les participants aux réunions, des badges sont mis à leur disposition après dépôt des documents d'identification à la guérite. Bonjour madame. Bonjour, que puis-je pour vous? Je viens pour l'appel d'offres. Les guichets de renseignement et d'information du ministère de l'Économie et des Finances sont des outils pour améliorer de manière continue les prestations de services offerts aux usagers et pour apporter plus de diligence et de transparence dans le traitement de leurs dossiers. Notre ambition, faire du ministère de l'Économie et des Finances une administration moderne, transparente, efficace et solidaire. Devant des besoins de plus en plus nombreux et coûteux des populations, face à des ressources de plus en plus rares et précaires, couronnés d'une volonté affichée des autorités publiques en quête permanente de l'excellence dans la gestion des finances publiques, le budget programme, responsabilisation des acteurs, obligation de rendre compte, transparence dans la gestion publique. Le budget programme, une approche de programmation, de budgétisation, de gestion axée sur les résultats. Le budget programme pour une administration burkinabé plus performante. Un impératif pour l'édification d'un Burkina émergent. Le budget programme pour le bien-être du citoyen burkinabé. Soutenir le tissu économique de notre nation. Croire en vous et à vos projets. Intervenir dans tous les segments de l'économie. Demeurer le meilleur choix des PME-PMI. Accompagner votre bien-être, tel est le leitmotiv de notre existence. Vos défis sont les nôtres. Soyez plus ambitieux. Avec nous, visez encore plus haut. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque burkinabé certifiée ISO 9001, version 2008. Économie, finance, Écofinance, la communication au service du développement. Dans sa quête de faire de l'administration économique et financière une administration moderne, efficace, transparente et solidaire, le ministère de l'Économie et des Finances a élaboré des politiques et stratégies visant l'amélioration de la productivité des agents du département de l'économie et des finances. Quelle analyse faire de ces initiatives de ce département, en particulier
et de toute l'administration publique burkinabé en général. C'est ce à quoi je vous convie dans cette deuxième partie de notre émission qui est consacrée à la prise en compte des ressources humaines en tant que facteur déterminant de la performance des administrations publiques avec le cas particulier des ressources humaines du ministère de l'économie et des finances. Et pour aborder encore cette deuxième partie de notre émission, je reçois pour vous, comme dans la première partie, les invités représentés au niveau du présidium par Mme Sakande Ramata, qui est la directrice des ressources humaines du ministère de l'économie et des finances. La fonction publique aussi avec nous, représentée par M. Sidiki Séré. Il est chef de service intégration et engagement au ministère en charge de la fonction publique. Une association des GRH, des gestionnaires des ressources humaines, en la personne de M. Anissé Bationo. Il est le président de l'association burkinabé des gestionnaires des ressources humaines, ABGRH. Il est par ailleurs chef de département des ressources humaines au niveau de Télécel Faso. Le représentant des agents, M. Julien Zanga, est conseiller en gestion des ressources humaines, par ailleurs chef de service des ressources humaines de la Direction générale des marchés publics et des engagements financiers de l'État au niveau du ministère de l'économie et des finances. Je voudrais préciser que nous avons encore avec nous l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, bien représentée ce soir au niveau de l'émission, qui pourra nous accompagner dans le développement de la thématique qui nous réunit ce soir. On se demande si les ressources humaines bénéficient d'une importance capitale, comme vous semblez le dire. Il faut quand même rappeler que la fonction ressources humaines est assez jeune. Donc, nous essayons de faire des efforts pour satisfaire voilà, le personnel. Mais il faut dire que nous avons quand même des limites objectives. Il faut dire que le ministère de l'économie et des finances, c'est 22 emplois spécifiques. Donc, ce sont ces emplois spécifiques, en plus des emplois interministériels, qui donc concourent à animer le département. Et nous devons donc accompagner en plus la déconcentration, nous devons accompagner les institutions, nous devons accompagner les EPE. Donc, ce n'est pas toujours évident de pouvoir mettre à la disposition de toutes les structures le personnel dont elles ont besoin pour leur fonctionnement optimum. Mais quand même, il faut signaler que des efforts ont été faits. Des efforts ont été faits et de plus en plus, avec la description des fiches de poste dans laquelle nous nous sommes inscrits, nous allons pouvoir arriver à faire une expression de besoins objectifs et pouvoir recruter sur la base des besoins réels afin de pouvoir accompagner efficacement donc, ces structures-là. D'accord. Monsieur Bakiono. Oui. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Madame, mais cela m'amène à me poser encore une question. Est-ce que nous avons réellement pris conscience de l'importance donc de la ressource humaine au sein donc de nos entreprises? Alors, parce que quand je regarde, je me rends compte que le strict minimum, souvent même, qu'il faut, je dis bien le strict minimum, il n'existe pas. Et ce n'est pas propre seulement à un département, mais apparemment c'est toute l'administration. Alors, vraiment, des efforts sont faits, mais il reste encore vraiment, c'est vrai qu'on ne peut pas, c'est une fonction qui est encore vraiment jeune, comme elle l'a dit, mais il faut même qu'au plus haut niveau, on prenne réellement conscience qu'il faut qu'on mette on mette quand même un peu plus de moyens Quand je vois, vous imaginez un seul ordinateur, il n'y a pratiquement même pas. Au fait, même si les ressources humaines elles-mêmes sont rares, mais je me dis qu'il y a quand même un minimum de ressources humaines. Il faut quand même faire l'effort de doter ces ressources humaines-là pour qu'elles puissent faire le travail, parce que sinon vous allez vous retrouver avec du personnel oisif. Et là aussi, c'est un autre problème qu'on a créé. Voilà. Okay. Et là, ça me ramène à poser la question donc, de la fuite donc, des cerveaux de la fonction publique. Faire donc
C'est ça, dans la première partie, là. Voilà. La fuite des cerveaux. On va lancer un reportage avant de revenir sur cette fuite-là. D'accord, ok. Je voulais voir au niveau de l'argent, est-ce que vous avez le sentiment que les autorités publiques, je ne parle pas seulement du ministère de l'économie et des finances, comme l'a dit M. Bakiono, a accordé toute l'importance qu'il faille à la ressource humaine comme étant le facteur, comme nous l'avons dit, déterminant dans l'atteinte de tous les résultats, même côté financier et autres. Est-ce que vous avez cette perception-là? J'avais dit que, en fait, de plus en plus, il faut reconnaître que de plus en plus les gens prennent conscience de l'importance même de la fonction RH. Et les gens, quand même, ils mettent vraiment beaucoup d'efforts pour que cette fonction-là puisse effectivement émerger. Sinon, en réalité, on revient de très loin. Et c'est ce qui fait que ces efforts-là ne sont pas beaucoup ressentis. Sinon, de plus en plus, même dans les structures privées, il n'est pas... Très souvent, on voit les structures privées approcher les cabinets d'études RH pour leur demander leur expertise afin de pouvoir donc améliorer donc, les compétences de leurs collaborateurs donc, au travail. Ce qui veut dire qu'en réalité, les gens prennent conscience de la chose. Mais comme on vient de très loin, ça fait que ce n'est pas très perceptible pour le moment. Mais moi, j'ai fort espoir que enfin, les choses vont aller en s'améliorant. Vous avez tantôt dit, est-ce que depuis 2009, déjà, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué donc, au sein du ministère, au sein de la fonction publique. Moi, j'allais dire oui. Parce que quand vous prenez, ne serait-ce que l'organigramme du ministère de l'économie et de la fonction, pour prendre juste un exemple, avant, il n'y avait pas de services de ressources humaines au sein des directions générales. C'était des SAF qui cumulaient à la fois la fonction de gestion des finances et la fonction de gestion donc, du personnel. Mais avec le nouvel organigramme, les SRH ont été carrément détachés, donc, j'ai dit la fonction RH a été carrément détachée de la fonction financière et de plus en plus, en fait, on considère effectivement cette fonction-là. Et ce, d'autant plus que, comme je le disais la fois passée, là, on est devenus comme des conseillers en réalité des directeurs généraux et des ministres en ce qui concerne donc, le management donc, du personnel. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Je vous propose un reportage qui pourrait répondre à cette question. Conformément à l'adage selon lequel qui veut aller loin ménage sa monture, le département de l'économie et des finances a opté de jouer la carte de conciliation de l'administratif et du social. Dans plusieurs domaines, des actions concrètes sont menées sous les auspices de la direction des ressources humaines pour motiver davantage les agents. Et pour ce faire, une politique et un plan d'action de la cohésion sociale ont été mis en place. Pour la mise en œuvre de cette politique, un service en charge des questions sociales et culturelles a de ce fait été institué par la direction des ressources humaines. Ces missions, élaborer et coordonner la mise en œuvre des stratégies de motivation, assurer le traitement des dossiers de motivation du personnel et animer le dialogue social au sein de ces ministères. Les éléments de motivation dont je peux parler, c'est la reconnaissance du mérite individuel des agents à travers les décorations. Il y a également la CAFET, la construction et la mise en fonctionnement de l'infirmerie, d'une infirmerie au sein du ministère qui permet aux agents en tout cas d'avoir accès à des soins de qualité dans un cadre sain. Parmi les éléments de la motivation, il y a aussi la formation. Le personnel bénéficie régulièrement des sessions de formation chaque année grâce à une politique de formation continue adoptée au ministère de l'économie et des finances pour la période 2013-2020. Les types de formations qui sont prévus dans le plan global intégré de formation couvrent au moins 3 dimensions. Nous avons les formations métiers. L'autre composante de la formation porte sur les formations managériales. Au titre de l'année 2013, 1439 sessions de formation ont été animées pour environ 4028 participants. Dans cette même lancée, des kits minimums sont dotés aux agents, histoire de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Parce que nous avons depuis lors reçu pas mal de matériel.
des mobiliers, de bureaux, des micro-ordinateurs, en gros du matériel informatique et péri-informatique. Et ça ne peut que renforcer davantage nos capacités dans l'exécution de nos attributions. Vous passez d'un seul micro à un équipement complet, je me dis que sur le plan matériel, sincèrement, il y a un effort qui a été fait. Ces derniers temps, en tout cas la situation a évolué positivement. L'effectif du personnel a évolué également, en ce sens que de 2 agents en 2008, la direction compte aujourd'hui 8 agents. Des attentes restent encore à combler pour relever les grands défis. Notre souhait le plus ardent est que le problème de connexion au réseau informatique soit définitivement résolu, quand on sait qu'en plus du traitement des dossiers de dépenses de crédit délégués, le traitement des salaires a également été déconcentré. Et tout se fait désormais en région. À cela s'ajoute la dotation en matériel roulant. Je veux parler des motos de service afin de permettre aux agents de se déplacer dans les provinces non chefs-lieux de région et même dans les communes les plus reculées. Conscient que rien de grand ne peut se réaliser sans une cohésion et un dialogue social durable, le département de l'économie et des finances entend placer cet aspect au cœur de ses priorités. Et c'est là que chaque maillon de la chaîne est appelé à jouer sa partition. Nous voudrions particulièrement remercier Madame la directrice régionale du budget du Centre Nord qui a accepté en 2009 faire une analyse critique de la situation que vivaient pratiquement les structures déconcentrées du ministère de l'économie et des finances et qui était une réalité, comme elle l'a dit certainement, pour d'autres ministères et qui a témoigné encore la semaine passée quand nous sommes partis pour nous assurer s'il y a eu une évolution. Il n'est pas donné souvent à certains responsables d'accepter faire ce genre de critiques que nous pourrions qualifier d'objectives. Et je voudrais peut-être que vous réagissiez par rapport aux propos de Madame la directrice régionale du budget. Est-ce que vous écoutez les agents? Est-ce que ces genres de critiques sont acceptés au niveau des départements ministériels, dont particulièrement le ministère de l'économie et des finances? J'imagine que ça vous permet de satisfaire, pourquoi pas, les attentes des clients, puisqu'ils sont des clients aussi de leur propre ministère. Il faut dire que je suis contente quand même qu'il y ait eu une évolution du personnel à leur niveau. Et depuis quelques années, nous travaillons à cela. Nous essayons, dans la mesure du possible, de recruter autant de personnel que possible pour les mettre à la disposition des structures centrales et déconcentrées. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'emplois spécifiques et c'est beaucoup de besoins exprimés par les autres ministères, par les établissements publics de l'État, par les structures déconcentrées et les structures centrales du ministère. Mais comme elle l'a dit, il y a eu donc une évolution depuis quelques années et vraiment nous sommes réjouis de cela. Ce genre de critiques, est-ce que c'est bien reçu au niveau des premiers responsables du département? Oui, ces critiques sont bien reçues dans la mesure où nous les prenons en compte. Je pense que s'il y a eu évolution, c'est parce que ces critiques ont été prises en compte. Il faut dire également qu'au niveau des plus hautes autorités du ministère, il y a vraiment un besoin de mettre vraiment les agents dans de bonnes conditions de travail et d'accompagner les structures au maximum pour qu'elles puissent donc réaliser les objectifs qui leur sont assignés. Réaction de l'œil extérieur par rapport à ces avancées? Franchement, puisque vous disiez tantôt que c'est quand même décevant de savoir que les agents n'ont pas le minimum. Et c'était une situation de référence de 2009. Et en 2014, d'après les témoignages qui viennent d'être faits, il y a
des avancées. On se rend compte effectivement que de réels efforts ont été faits, notamment donc en matière de formation, notamment donc en matière de dotation en matériel, donc ce qu'on a appelé le kit minimum, et aussi en matière donc de promotion donc du dialogue social. Alors, mais je disais aussi que bon, quand j'ai vu un agent intervenir là, sur un aspect, il dit qu'effectivement sur le plan matériel, effectivement ils ne peuvent pas se plaindre. Mais est-ce que sont-ils réellement satisfaits? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par derrière qui voulait dire? Et que nous comptons sur vous pour le dire. Voilà la question donc fondamentale qui est celle de la rémunération. Oui. C'est de ça que je voulais parler en réalité. Et pour faire votre lien avec la fuite des cerveaux? Pour faire tout justement le lien avec la fuite des cerveaux, donc vers les secteurs bien entendu qui sont porteurs, et notamment le secteur privé, le secteur des télécoms, le secteur des miniers et tout. Et donc il faut dans ces conditions-là que il faut continuer donc à faire des efforts. Donc en plus de tous ces éléments qui motivent, il faut compléter. Il faut compléter parce que moi je vais appeler la motivation donc financière. Parce que ça ce sont des leviers et donc non financiers. Oui. Mais après il y a des leviers financiers qui sont là, qui sont objectifs. Vous devez faire face à des charges incompressibles qui vous incombent chaque mois. Est-ce que qu'en est-il exactement? Voilà. La rémunération, M. Zanga. Je suis sûre de la réponse que vous allez donner parce que moi aussi j'ai la même réponse, mais allez-y quand même. Il faut dire effectivement qu'il y a beaucoup d'attentes des agents publics par rapport donc à la question de la rémunération. Les dernières discussions syndicats-gouvernement ont suscité beaucoup d'espoir, même si jusqu'à présent les choses sont toujours en négociation. Mais il faut dire que, je ne vais pas entrer dans un débat d'école, mais généralement, en GRH, la question de la rémunération est surtout vue comme un élément de satisfaction, pas un élément de motivation. Parce que si on considère ça comme un élément de motivation, c'est un élément qui doit se suffire en soi. Alors qu'en matière de rémunération, quand on en a, on en veut toujours. C'est ça, j'allais demander quel est le niveau optimal de rémunération qui puisse satisfaire un agent. Comme il a dit, plus on en a, plus on en demande. Peut-être l'occasion nous sera donnée de développer la thématique sur le coût de la vie. Voilà, sur le concept de vie chère, où nous allons essayer de faire le parallèle entre le coût et réellement les revenus que nous avons. C'est ça. Donc, allez-y. Juste pour terminer donc, sur cette question-là. Moi, la principale critique que je formule à l'endroit du système de rémunération de l'administration publique, là, c'est surtout le fait qu'on n'a pas réussi à individualiser suffisamment la question de la rémunération. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà, DRH l'avait souligné déjà donc, dans l'émission passée. À partir de la fiche de poste déjà, on devait pouvoir connaître déjà le niveau de rémunération auquel l'individu a droit. Un peu comme dans le privé, on peut négocier effectivement les contrats et au regard de la charge de travail que vous avez là, vous devez avoir une rémunération conséquente. Mais dans l'administration publique, en fonction des catégories et des échelons, vous avez donc un même niveau de rémunération, même si dans les faits, vous n'avez pas la même charge de travail. Et je crois que c'est la fonction publique qui peut répondre à M. Zanga. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas catégoriser les rémunérations? On ne catégorise pas les rémunérations à la fonction publique comme c'est le cas au niveau du privé. Oui. Je voudrais déjà intervenir sur la question du personnel. Parce que là aussi, ça interpelle vraiment le ministère de la fonction publique. Et reconnaître qu'en même temps, qu'on parle de manque de personnel dans certaines structures, à quelque part, on parle de pléthore parce que vous avez quelquefois dans certaines structures des agents qui sont en nombre très élevé, de sorte que ça joue également sur le rendement. C'est ça. Voilà. Et donc on déplore cela
Et donc c'est appeler donc tout le monde à ses responsabilités et interpeller les uns et les autres à exprimer effectivement, comme il a dit, c'est une vision idéaliste, mais c'est vraiment ce qu'il faut, exprimer effectivement les besoins comme il se doit et pouvoir effectuer effectivement les recrutements en fonction des besoins exprimés. Si la situation prévaut, je crois, à la lueur de ce qui a été dit dans la première partie de l'émission, voilà, ça devrait être lié en grande partie à l'absence de ces fiches de poste de travail. Le fait qu'il y ait des agents qui soient en nombre pléthorique dans certains départements, pour ne pas dire dans certaines structures, pendant que d'autres sont en déficit criard de personnel. C'est vrai. C'est vrai parce que si les postes sont définis à l'avance, voilà, on sait exactement le nombre qu'il faut pour pouvoir occuper ces postes-là. Puis on sait à l'avance aussi que c'est par rapport à cet effectif-là qu'on aura besoin pour faire fonctionner la structure. Conséquences et en termes de suggestions déjà, faut-il vulgariser la définition des postes de travail dans tous les ministères et institutions comme c'est prévu dans la loi 13. Voilà, j'allais dire que c'est même une exigence de la loi 13 et donc logiquement tous les ministères devraient aller vers l'adoption, vers la mise en œuvre de cet outil-là. D'accord. Voilà. Derache voulait compléter quelque chose. Oui, voilà, merci Madame. Sur les évolutions, certainement. Oui, par rapport également à l'intervention de M. Zanga, la question du salaire dans l'administration publique est encadrée par des textes. Donc, ce serait peut-être difficile de sortir de ces textes-là pour essayer de trouver d'autres formules. Peut-être qu'on constate depuis quelques années qu'il y a souvent des revendications par rapport aux augmentations de salaire. Moi, je voudrais lancer une réflexion. Est-ce que les augmentations de salaire, en fait, sont les solutions pour notre administration publique? On sait que les travailleurs ont des besoins qui sont les mêmes sous tous les cieux. Ce sont les besoins de santé, pouvoir se soigner, se loger, se déplacer et puis scolariser ses enfants. Et autres. Voilà, et autres. Voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller dans des mécanismes durables pour solutionner ces problèmes auxquels les salaires ne peuvent pas répondre? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'accent sur la mise en place de mutuelles, par exemple, qui pourraient donc apporter des solutions, même si elles ne sont pas pérennes, durables aux problèmes que les travailleurs rencontrent dans les administrations publiques. Donc, je voudrais, sans vraiment m'immiscer dans ces questions-là, rappeler quand même que l'encadrement des salaires de la fonction publique, nous avons hérité du système, je dirais, français. Et je dirais l'encadrement des salaires est un compromis en fait en réalité entre les salariés qui ont l'avantage, je dirais, de bénéficier un peu de la pérennité donc de l'emploi par rapport au secteur public qui n'est pas le même. Sécurité totale. Voilà, je pense qu'il faut revenir un peu à cela. Maintenant, s'il y a des évolutions, on pourrait réfléchir donc là-dessus. Mais je voudrais quand même rappeler que depuis quelque temps, l'administration publique recrute certains agents par voie de tests. C'est-à-dire donc il y a des contrats qui sont signés et les salaires sont négociés actuellement donc avec les conseils d'administration. Et si les résultats ne sont pas atteints, il est viré comme dans le privé. Voilà, il y a des conséquences sur les salaires, on peut licencier la personne, ainsi de suite. C'est un peu revenir un peu aux critères dont la performance donc, qui est engagée. En vigueur au niveau du secteur privé. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc il y a quand même un début donc de mise en œuvre un peu de cela. Mais comme je le dis, il faut quand même rappeler le contexte dans lequel tout ça intervient. C'est un compromis entre donc deux personnes contre la pérennité de l'emploi. Bon, le salaire ne bouge pas trop, mais c'est vrai que c'est un problème qui est posé. Là, je peux être lancé. Okay. Je voulais féliciter la directrice des ressources humaines du ministère des Finances et partant de là tous ses collaborateurs. Parce que nous savons aujourd'hui que la question des ressources humaines est une question pointue et qui parle de maîtrise des effectifs
part d'abord de la description des postes de travail. Et la description des postes de travail ici, comme le disait le représentant de la fonction publique, il y a des structures où il y a plus d'effectifs, il y a des structures où il y a moins d'effectifs. La description du poste de travail est la solution à ça. C'est une urgence même. C'est une urgence qui permet maintenant de rendre adéquat le poste profil emploi. C'est ça. Seulement, ce que je voulais ajouter, je dirais que c'est bon de décrire les postes. Mais c'est encore mieux de faire appel aussi au TPE, c'est-à-dire le tableau prévisionnel des effectifs et des emplois, qui du reste permet de gérer l'effectif dans le temps. Parce qu'il ne s'agit pas de gérer aujourd'hui l'effectif. Nous allons le gérer, on sait aujourd'hui, on a comblé les postes. Mais il faut qu'on fasse des prévisions en termes de recrutement, en termes de départ, en termes de suspension de contrat, disponibilité et autres. Et en même temps, ça m'amène à poser la question à la directrice des ressources humaines, qui a évoqué la question de fidélisation. Quelle est la politique en matière de fidélisation au ministère de l'économie et des finances à travers la direction des ressources humaines? Fidélisation des agents? Oui. D'accord. Il paraît qu'il y a un kit minimum qui est mis à la disposition de plus en plus des agents depuis ces critiques qui ont été formulées pour exprimer les attentes des agents. Effectivement, depuis 2009, il a été constaté que les agents, surtout au niveau déconcentré, ne disposaient pas d'un minimum de matériel pour le travail. Donc, sur instruction de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, la DAF a dépêché des équipes au niveau déconcentré pour déjà licencier les besoins minima. Et on s'est dit qu'un agent, pour qu'il puisse être efficace dans son travail, il lui faut au minimum un micro-ordinateur de bureau, une imprimante, un bureau, un fauteuil pour s'asseoir et deux chaises visiteurs pour recevoir les usagers, sachant que notre ministère, c'est un des ministères où on a beaucoup de clients. Donc, c'est la composition du kit minimum ainsi. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on l'on donne à tout agent du ministère de l'économie et des finances. Maintenant, au-delà de ça, on peut bien vouloir des armoires et autres matériels. Ça rentre maintenant dans la composition des besoins, je dirais, complémentaires. Mais le kit minimum est assuré ainsi pour chaque agent du ministère. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Autre intervention au niveau du public. Il y a la mutuelle qui voulait intervenir. En quoi consistent les activités de la mutuelle? Je pense que si le ministère n'arrive pas à aider les agents, eux-mêmes pourraient s'organiser entre eux pour s'entraider, non? Il y a un des buts de notre association est d'étudier les problèmes sociaux de ses membres en vue de leur donner des solutions adéquates. De promouvoir la solidarité entre ses membres par les rencontres de concertation et d'échange en son sein et avec d'autres organisations similaires. Et l'organisation des activités culturelles et sportives, des excursions, des voyages d'études et de toute autre activité en rapport avec ces buts. Et de 2009 à 2012, la Caisse mutuelle des travailleurs du ministère de l'économie et des finances a offert, à travers des prêts motos, près de 2000 motos aux adhérents. Grâce à vos propres cotisations? Grâce à nos propres cotisations. Est-ce que ça existe dans le privé? Puisque apparemment vous n'êtes pas dans le besoin. Votre rémunération financière suffit, non? Non. C'est comme si on disait aux pauvres de s'entraider entre eux. Non, ça ne suffit jamais. Non, ça ne suffit jamais, puisque quand plus vous en avez besoin. Comme l'a dit M. Zanga. Alors, donc, nous, en tout cas, nous avons une mutuelle. Nous avons une mutuelle, c'est vrai qu'elle n'est pas encore bien fonctionnelle, mais
généralement, quand même, les grandes entreprises ont des mutuelles. Vous voyez, par exemple, l'Onatel, qui a une mutuelle quand même qui a fait ses preuves, ainsi que celle de la Sonabel. Donc, quand même, nous-mêmes, on veut s'inspirer d'eux pour pouvoir évoluer. En règle générale, quand même, les grandes structures ont des mutuelles. Et ça marche bien dans le privé parce que, bon, dès lors que les employés acceptent de contribuer. En quoi ça apporte de la motivation? Oui, ça apporte de la motivation parce que lorsqu'une mutuelle comme celle de la Sonabel, je sais que c'est une mutuelle qui a eu beaucoup d'acquis quand même. Parce que, vous savez, tous les agents ne peuvent pas acheter une maison, ils ne peuvent pas avoir une maison, ils ne peuvent pas mobiliser de l'argent. Parce que souvent, ils n'ont pas de très bonne quotité. Et donc, souvent, la mutuelle vient donc, en dernier ressort pour aider ces agents-là à acquérir ces éléments. Et c'est des éléments de motivation. Vous vous imaginez si au quotidien, vous avez cette psychose-là de ne même pas pouvoir aller au boulot parce que vous ne pouvez pas vous acheter, votre engin, il a été volé ou bien il est vraiment usé. Et donc la mutuelle peut vous venir sérieusement en aide. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent vous permettre par exemple, de vous fixer au sein de l'entreprise. Il convient de signaler à travers ce que je dis, la caractéristique du personnel du ministère de l'économie et des finances. On a un ministère fortement cadre. On a 28% de cadres de catégorie A. Et ceux qui sont dans les catégories B et C également, très souvent, ils ont des maîtrises. Donc, ils ont passé des concours de niveau supérieur pour pouvoir donc avoir un emploi. Dans l'administration publique, il n'y a pas de valorisation de diplôme acquis en cours de carrière. Donc, vous entrez avec un diplôme et sur la base de ce diplôme-là, vous évoluez par le biais des concours. Voilà, donc à ce niveau, c'est différent. Mais ce sont des agents, quand ils ont certains diplômes, ils évoluent plus vite. Par exemple, quand on a un diplôme, on a le niveau bac et qu'on dispose d'une maîtrise, en 3 ans, on peut prétendre au concours de niveau supérieur. Donc, ce sont des agents qui évolueront plus vite que d'autres, par exemple. Voilà. Le fait également de ne pas disposer de plan de carrière est un élément qui amène les agents à partir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup arrivent jeunes. J'arrive, par exemple, à 27 ans. J'ai 33 ans à passer dans une administration publique et je ne sais pas quand est-ce que je vais occuper un poste de responsabilité. Donc, ce sont des éléments qui peuvent amener les agents à partir. Il y a également le fait que... Et comme il n'y a pas de fiche de poste de travail qui permet une évaluation objective, qui puisse permettre à l'agent de monter par la suite, eh bien, ça peut justifier la fuite des cerveaux. Voilà, on n'a pas fini de décrire les fiches de poste, c'est seulement quelques structures. Il reste encore un certain nombre qui n'ont pas encore cet outil-là. D'accord. Également, il y a le fait que les formations, on n'arrive pas à former autant d'agents qu'on le souhaiterait. Donc, on a dit tout à l'heure que quand on ne se forme pas, on ne peut pas être très performant. Les connaissances se sclérosent quand elles ne sont pas renouvelées. Donc, quand il y a des opportunités pour sortir, les agents, du fait qu'il n'y a pas de plan de carrière, mais ça c'est au niveau de l'administration publique, peut-être qu'il faudrait que des réflexions soient engagées dans ce sens-là pour que l'administration donc puisse... évoluer vers les plans de carrière. Donc, ce sont des raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on n'arrive pas à fidéliser les agents. Bon, il y a aussi certainement la question du salaire. Si j'ai une opportunité plus alléchante dans le privé, je préférerais aller dans le privé. Et que j'accepte prendre le risque d'être licencié à tout moment si jamais. Pour ce qui concerne le PGIF, parlez-nous succinctement. Ce qui concerne le plan global intégré de formation des agents du ministère, nous avons fait une évaluation des besoins au sein des différentes structures du ministère de l'économie et des finances, ce qui nous a permis donc d'aboutir à l'élaboration d'un plan global intégré de formation des agents du ministère de l'économie et des finances. Donc toutes les structures ont été prises en compte, comme je l'ai dit, et cela a permis donc d'élaborer un plan de formation qui comporte 3 parties, à savoir les formations spécifiques, les formations managériales et les formations dans les outils informatiques, étant dit que les voyages d'études sont inclus dans les formations spécifiques ou formations métiers.
Donc, par ce plan de formation, nous espérons que nous allons pouvoir donc former le maximum d'agents dans quelques années. D'ici quelques années, tous les agents du ministère de l'Économie et des Finances pourront bénéficier de ces actions de formation. Ce plan de formation est assorti d'une politique de formation. Donc, il y a des critères qui ont été donc définis dans cette politique de formation-là et qui prennent en compte plusieurs niveaux, à savoir voilà, les catégories socio-professionnelles, le genre, les structures déconcentrées. Nous sommes à notre première année de mise en œuvre. Nous n'avons pas eu le budget escompté. Nous avons même eu peut-être le 10e du budget que nous souhaitions. Comme quoi, la contrainte financière aussi s'impose à vous. Tout à fait. Donc, cette année, nous n'avons pas pu donc former beaucoup d'agents, mais le souhait et le souci, c'est de former le maximum d'agents. Et l'objectif, c'est de former que tous les agents du ministère de l'Économie et des Finances bénéficient d'au moins une action de formation dans les 3 années à venir. Au ministère de l'Économie et des Finances, on a 7993 agents. Quelle est la politique qui a été adoptée pour une bonne gestion de la carrière de ces agents? Et également, voyons, dans toute structure, organisation, on a l'incompétence et la compétence. Quelles sont les mesures admises pour gérer l'incompétence? Je me réjouis également que les uns et les autres puissent remarquer que la rémunération à la fonction publique pose un certain nombre de problèmes. Il y a la question de motivation qui n'est pas suivie avec l'évolution de la vie chère comme on a. Il y a également aussi les questions de mobilisation. Je constate également avec Bationo qui fait ressortir qu'on a vraiment on a des efforts qui ont été consentis, mais il reste beaucoup à faire. La DRH a souligné également qu'il y a un dialogue constructif qui est mené avec les acteurs sociaux qui sont des syndicats en particulier. Je dirais que c'est un élément qu'il faut renforcer. Ça permettrait à toute administration, à toute structure qui veut vraiment atteindre les objectifs qu'il faut, d'associer les différentes voies, s'écouter et voir ensemble comment on peut arriver à résoudre ces difficultés. La Ligue des consommateurs, le externe. Oui, en fait, je serai très bref. C'est pour dire que bon, si nous sommes là ce soir, ce n'est pas ce qui concerne rien que la consommation. Mais nous, à notre niveau, nous visons ce qu'on appelle la qualité. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais souhaité qu'il y ait un micro-trottoir dans les plus profondes régions, localités du pays, pour que nous puissions savoir que, bon, certes, quelque chose est fait au ministère de l'Économie et des Finances, mais ça ne va toujours pas. Il y a beaucoup de plaintes. C'est que quand on écoute certaines radios de la place, on sent que les clients ne sont pas totalement satisfaits. Alors, tout ce qu'on a parlé de 1000 et quelques sessions de formation au profit de 4000 et quelques agents, sur 7993, je trouve qu'en tout cas, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. C'est déjà un pas. Oui, bon, un pas. Oui. Mais c'est comme le monsieur disait, comme si on est dans un système dépassé, il faudrait qu'on avance le plus rapidement possible. Voilà. Et j'allais ajouter que, bon, nous souhaitons en plus que, on ne parle plus de valorisation, mais de revalorisation. Parce qu'à ça où on est, à écouter madame, on sent qu'à leur niveau, ils sont déjà valorisés. Et on demande à ce qu'ils soient revalorisés pour que quand même l'impact là soit senti et à travers tous les acteurs, tous les fonctionnaires. Maintenant, j'allais revenir peut-être au monsieur du privé pour dire qu'il y a des problèmes là-bas aussi à ce niveau. Les dernières augmentations, juin, juillet, ça a été effectif au niveau de la fonction publique. Mais au niveau des privés, ce n'est pas tous les privés qui sont alliés. Il y a des problèmes là-bas. Pour dire qu'à leur niveau aussi, il reste toujours un travail à faire. Au fait, voilà les performances qui ont été affichées dans le domaine des finances publiques. Et j'imagine que c'est le cas pratiquement dans l'administration publique en général. Il y a des performances qui ont été réalisées. Mais en dépit de cela, on constate que les usagers ou les clients sont de moins en moins satisfaits à l'image de ce qui se dit dans certaines radios de la place. Et concrètement, comment comprendre? Ça, je reprends une question qui est revenue à plusieurs reprises dans ces radios locales. Comment comprendre que des agents qui aient été recrutés par voie de concours à la fonction publique aient terminé leur formation et doivent attendre souvent plus de semestres pour toucher leur premier salaire? Qu'est-ce qui se passe? Fonction publique, ministère de l'Économie et des Finances, et pourquoi pas les écoles de formation? Est-ce que vous ne communiquez pas? C'est comme si
bon, il n'y a pas de planification qui est assurée. Répondez, qui voudrait répondre à la question, allez-y. Mais moi-même, j'avais souvent cette question-là. C'est comme si on n'a pas planifié, c'est comme si les sortants ont surpris les uns et les autres. Rien n'a été préparé pour les recevoir. Un mois de retard, ça se comprend, mais des mois pour avoir l'intégration, des mois pour avoir le premier salaire, c'est pas facile. Et je crois que ça pourrait être une prime qui est accordée à la corruption et autres. Parce que quand on n'a rien, facilement on est tenté. Comme c'est une question qui nous interpelle également, tous, tous, y compris le ministère de l'économie et des finances, parce que la chaîne de traitement des dossiers, donc ça passe également par le ministère de l'économie et des finances. Mais bien sûr, ça commence d'abord par le ministère de la fonction publique, à travers le recrutement. Et donc, ici, je ne voudrais pas rejeter notre responsabilité. Je reconnais avec vous que nous avons également une part de responsabilité dans ces retards-là, notamment à travers la prise des actes qui concernent ces élèves qui ont été recrutés, notamment les arrêtés. Parce que vous savez bien, il se passe un temps entre la prise du communiqué d'admission, il faut transformer ça en arrêté, ouverture et admission. Ça prend un certain temps. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que notre circuit de traitement, c'est comme si ça s'est allongé, cette fois-ci, avec la prise en compte de la biométrie. Une fois que les élèves sortent des écoles, il faut qu'ils se fassent enrôler. Et particulièrement cette année, comme c'est un début, il y a eu quelques problèmes de communication qui ont fait qu'il y a eu des retards. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que souvent, les agents, ils le rejoignent très tôt, les postes. C'est-à-dire que sans que l'acte ne soit pris, l'acte d'engagement ou d'intégration ne soit pris, ils sont déjà envoyés sur le terrain. Comme quoi, il faut que l'acte d'engagement soit pris assez tôt aussi. En ce moment, pour les réunir même déjà pour la biométrie, ça aussi, ça prend du temps. Voilà. Et maintenant, au niveau du traitement des dossiers, c'est vrai que nous faisons de notre mieux pour traiter ces dossiers parce que les dossiers nous viennent des DRH déjà constitués. Mais il faut reconnaître que deux fois aussi, certaines directions des ressources humaines ne nous aident pas dans notre tâche. Des dossiers nous viennent, c'est des dossiers incomplets. Et donc, c'est à notre niveau, il faut se lever encore pour aller chercher les arrêtés et appeler encore certains pour qu'ils viennent compléter. Et vous savez bien, quand un dossier est constitué pour 20 personnes, s'il y a une ou deux personnes qui ont des dossiers incomplets, c'est tout le lot qui est bloqué. Ça aussi, c'est une autre explication. Et pourquoi retarder tout le monde à cause de deux brebis galeuses là? Voilà, parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'il faut scinder, parce que dans l'intervalle, on se dit que les intéressés vont intervenir vite pour pouvoir envoyer tout le lot une bonne fois. Parce qu'en scindant, à notre avis, ça prend plus de temps. Voilà. Ok. Donc ça, ce sont des explications. Autre chose que je voulais ajouter, c'est au niveau même du contrôle financier, puisque nous, quand nous élaborons les actes, nous envoyons au contrôle financier pour avoir leur visa. Voilà. À ce niveau également, bon, il y a eu quelques incompréhensions cette année particulièrement. Voilà. Parce que, comme je le disais, parlant de la biométrie, voilà, il est revenu donc, puisque sur le CNB déjà, c'est mis CIV. Et alors que CIV, lorsque ça part au contrôle financier, on vous dit de mettre RCI. Alors qu'à notre niveau, par exemple, ce que nous pouvions faire avant, on pouvait toucher certains éléments au niveau de l'engagement et de l'intégration. C'est-à-dire qu'on pouvait modifier le nom de l'intéressé, on pouvait modifier la date de naissance. Et là, ce n'est plus possible. Et là, ce n'est plus possible du fait de la biométrie. Voilà, donc, il nous faut faire appel
à un élément donc du secrétariat permanent de la modernisation de l'administration pour que elle vient, c'est vrai qu'elle est disponible, elle vient chaque semaine pour faire ces corrections-là. Mais ça montre déjà à quel point il y a quelques goulots. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pratiquement une phase d'initiation pour nous, parce que parlant également de l'outil informatique, on a mis en place encore un nouveau logiciel qui est le SIGASPE 3 tiers, auquel les rédacteurs aussi n'étaient pas habitués. Et ça a coïncidé effectivement avec la période des intégrations et des engagements. Je vais pas alors qu'il aurait fallu, voilà, il aurait fallu, par exemple, former à l'avance tous les rédacteurs. Il aurait fallu qu'on mette en pratique cet outil-là, voir les imperfections, parce qu'il y en a, avant de mettre ça en œuvre, ce qui n'a pas été fait. Oui, je disais que je ne voudrais pas me constituer un défenseur des clients, même si moi aussi je suis cliente, mais je pense qu'il serait important que, voilà, qu'il y ait plus d'efficacité que vous semblez déplorer à certaines étapes, et qu'il y ait plus de communication au niveau des deux départements en charge, pour permettre à ce que l'ensemble de ces réformes dont vous parlez puissent améliorer le bien-être ou bien atteindre une satisfaction plus grande des usagers plutôt que de régresser. Oui, tout à fait. Voilà, pour que vraiment les agents puissent le plus souvent disposer de leur acte d'intégration et puis pratiquement leur salaire. Surtout, c'est le finish comme ça, le salaire. Qu'ils puissent disposer de ce salaire en un temps suffisamment raisonnable pour éviter de tomber dans les travers de certaines pratiques qu'on a de cesse de déplorer dans l'administration. On ne va pas trop commenter là-dessus, on pourrait revenir pour une émission spéciale là-dessus. Comme je représente l'ENAM, les élèves, et j'abonde dans le même sens pour dire que, par exemple, à l'École nationale d'administration de magistrature, il y a des professionnels et il y a des directs. Les directs sont confrontés à cette difficulté. Mais les professionnels, c'est la question de classement. Au-delà de la question de classement, il y a également la mauvaise exploitation des compétences, qui rejoint un peu le ministère de l'économie et des finances pour dire que si les postes étaient décrits, nous en sortant, on sait qu'on sera bien utilisé. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. D'accord. Parce que les affectations, à la limite, c'est par... On affecte les gens pour affecter. Tu te retrouves dans une situation où tu n'as pratiquement rien à faire. Pour avoir passé 2 ans à l'école, tu dis que tu es 4, mais à la limite, tu ne fais pas attention. L'agent sait même va valoir mieux que toi. D'accord. Donc, on interpelle la fonction publique ici à redoubler d'efforts pour aller à l'image du ministère de l'économie et des finances, qui est un modèle pour nous aujourd'hui, que nous saluons beaucoup. Okay. Je voudrais qu'on termine... qu'on ne finisse pas sans aborder la partie valorisation de l'expertise. Je voudrais intervenir sur 2 points, notamment les régies du Trésor et les corrections salariales. Comme monsieur le représentant de la fonction publique vient de le dire, les corrections salariales nécessitent l'intervention de plusieurs acteurs. C'est-à-dire que si nous n'avons pas les actes d'intégration ou les décisions d'engagement, même si c'est un premier mandatement, nous ne pouvons rien faire. Autrement, lorsque nous recevons les différents actes, ce sont des dossiers qui sont traités en priorité. S'agissant donc des rejets du Trésor, il y a plusieurs motifs, dont entre autres le volume des dossiers par rapport aux effectifs. Il y a aussi le problème de réseau, parce que les traitements entre les différents acteurs, ça se fait conformément à un calendrier de traitement élaboré mensuellement. Donc s'ils reçoivent un certain nombre de dossiers et après une certaine date ou bien pendant une bonne date mais dont le réseau pose problème, il ne peut pas valider. Il se peut aussi que le dossier ait franchi toutes les étapes jusqu'à la solde et le Trésor détecte des erreurs.
Puisque c'est leur responsabilité qui est engagée, la responsabilité du comptable. Voilà. Donc il y a pour tout le cela. moment. Ça fait que on ne peut que demander aux clients plus de tolérance et de patience. C'était juste pour assurer les uns et les autres que des communications étaient entreprises déjà entre les différents services là et que bon, à l'avenir, on pense bien, nous sommes en train de voir, parce que déjà au niveau du SEMA, je sais que des dispositions ont été prises pour pouvoir anticiper effectivement au niveau de la biométrie. Et donc c'est tous ceux qui vont nous permettre de mener à bien, de mener le plus rapidement possible notre travail et de permettre effectivement aux agents d'entrer en possession très rapidement de leur salaire. Je voudrais passer la parole à M. Bakiono pour qu'il nous fasse un petit développement sur la valorisation de l'expertise au niveau du secteur privé rapidement, qui pourrait justifier la fuite des cerveaux du public vers le privé. Même lorsque vous avez donc une bonne rémunération, si vous ne vous sentez pas considéré par l'entreprise, si vous ne vous sentez pas, vous sentez que vous n'êtes pas impliqué dans la gestion même de l'entreprise, vous n'êtes au courant de rien, est-ce que ça valorise l'homme à son poste de travail? Je dirais non. Je dirais non. Il n'y a pas de communication, vous n'êtes pas formé, alors que, je vais dire, pour ce qui est important pour une entreprise, à mon sens, c'est d'abord le recrutement. Vous recrutez des personnes, des ressources humaines de qualité, et ces ressources humaines de qualité-là, vous devez manager au quotidien pour les conserver dans votre entreprise. Si vous ne les valorisez pas, vous allez les perdre tôt ou tard. La fonction publique a pour vocation même de valoriser l'expertise. Et logiquement, en son sein, au niveau de la fonction publique, c'est vrai que nous avons beaucoup de cadres qui sont en détachement ou en tout cas qui sont allés vers d'autres structures. Sinon, par expérience, la fonction publique regorge effectivement de ces experts-là, mais aussi fait appel à d'autres experts qui sont dans d'autres domaines et qui sont dans d'autres ministères également. En 2011, il a été adopté une stratégie nationale de modernisation de l'administration qui comporte un axe sur la valorisation et le renforcement des capacités des ressources humaines de l'administration. Et au niveau de cet axe, il y a un programme qui est relatif à la promotion de l'expertise publique. Parce qu'en termes d'expertise nationale, c'est vrai, il y avait la COPENA qui vient d'être remplacée, si je peux dire, par l'APEN, l'Agence de promotion de l'expertise nationale. Il y a le CAPES, mais c'est vrai qu'en termes d'expertise publique, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'au niveau de la fonction publique, en réalité, il y a de l'expertise. Puisque quand vous prenez même les cabinets privés, on a beaucoup d'agents, de personnel qui en fait relèvent des administrations publiques. Donc actuellement, ce qui est en train d'être fait, c'est que nous sommes en train de voir comment canaliser tout ce monde-là. Et au niveau de l'Agence de la promotion de l'expertise nationale, il est prévu de créer un fichier national qui prendra en compte l'expertise publique. Et je sais que, par exemple, les experts publics seront détenteurs d'un agrément qui s'appelle agrément C. À la tribune d'Ecofinance, je nourris de tous mes voeux la réalisation d'une émission sur la valorisation de l'expertise nationale burkinabé. Les gens ne passent pas les concours par, comment je vais exprimer ça, par vocation. Les gens viennent au concours par nécessité. Non, pas le choix. Non, mais il faut qu'on en arrive là aussi. C'est un sacerdoce. Quand quelqu'un vient dans la fonction publique, c'est pour rendre un service public à autrui. C'est difficile, hein, mais il faut que nous venions à ça. Parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, je suis fier d'être un agent public de l'État. Franchement dit, je suis fier parce que je sais que je rends service à autrui. C'est la satisfaction morale d'abord qu'il faut voir. Avant de venir à la rémunération, aux autres satisfactions que nous voulions, même si cela est capital, ce n'est pas très nécessaire. C'est votre point de vue, madame. C'est mon point de vue. En tout cas, en tant que gestionnaire des ressources humaines, il faut que nous amenions aussi
le marché de l'emploi à se dire qu'on ne vient pas à l'emploi par nécessité, mais c'est par amour pour rendre service à la nation et à autrui. Moi, c'est tout ce que je voulais ajouter, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et je suis convaincue que beaucoup ne sont pas d'accord avec vous. Non, on est désolé, on est pris par le temps. DRH, répondez à ces quelques questions qui vous sont posées et réagissez par rapport maintenant à la valorisation de l'expertise maintenant au sein du ministère de l'économie et des finances pour qu'on puisse boucler cette partie. D'accord, merci Madame Bila. Je pense qu'il y a eu une question sur la politique du ministère pour une bonne gestion des carrières. Voilà. Et il y a eu aussi une question, le même intervenant avait demandé les mesures admises pour gérer l'incompétence au sein du ministère de l'économie et des finances. Bon, pour ce qui concerne la première question, je pense qu'on a eu quand même des éléments qui ont été donnés au cours de l'émission, voilà, pour répondre à notre politique de gestion des carrières. Et quant aux mesures administratives pour gérer l'incompétence, nous avons également parlé du plan global intégré de formation et nous espérons que nous viendrons à bout de l'incompétence dans la mise en œuvre de ce plan global de formation. C'est vrai que ça ne suffit pas. La compétence intègre d'autres éléments. Il faut être bien affecté à un poste de travail pour vouloir être compétent, par exemple. Il y a également les capacités de management de son supérieur qui peut engager un agent à vouloir être plus compétent à son poste de travail. Donc, il y a autant d'éléments que l'on pourrait donner. Pour ce qui concerne la valorisation de l'expertise nationale, au ministère de l'économie et des finances, nous avons prévu dans la politique de formation la valorisation de l'expertise nationale à travers l'utilisation de l'expertise interne pour assurer certaines formations, notamment les formations métiers, donc qui doivent amener les agents à être plus performants à leur poste de travail. Donc par rapport à tout ce qui concerne les attributions propres au ministère, nous avons donc des experts à l'interne, nous avons des agents très compétents et nous espérons à la mise en œuvre du plan de formation utiliser ces experts-là. Déjà, il y a des initiatives qui ont été mises en place. Nous avons un répertoire de plusieurs experts que nous pourrons donc utiliser à cet effet-là. D'accord. Je voudrais, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, rendre hommage aux premiers responsables du département de l'économie et des finances ainsi que ses proches collaborateurs qui ont compris l'importance de la fonction ressources humaines et qui travaillent vraiment pour que cette fonction ressources humaines-là soit valorisée. Il a été dit tout à l'heure que c'est très difficile de travailler avec les hommes. Donc, vous connaissez les difficultés que nous rencontrons au ministère des Finances, mais déjà, le fait de vouloir valoriser cette fonction-là, c'est vraiment on a une longueur d'avance par rapport à beaucoup d'autres organisations. C'est l'occasion également de rendre hommage aux collègues. Donc, nous sommes 36 à la direction des ressources humaines et 27 hommes et 9 femmes. Et vraiment, c'est l'occasion de saluer les efforts que chacun déploie pour l'atteinte des objectifs. Les gens sont très engagés et vraiment, c'est l'occasion de les saluer. Ils ne sont pas tous là ici ce soir. À l'image de SRH Budget. OK. Donc, c'est l'occasion également de rendre hommage au SRH. Qui nous appuie beaucoup dans les tâches quotidiennes que nous accomplissons tous les jours. Et ce sont nos correspondants au niveau des structures, comme je l'avais dit. Certains ont aussi des correspondants au niveau régional et cela nous aide beaucoup vraiment dans l'atteinte des missions qui nous sont assignées. Je l'avais dit entre-temps, la fonction ressources humaines est jeune. Elle est même très jeune, elle existe depuis juste quelques années. On remarque que la fonction financière existe depuis peut-être toujours, voilà. Mais il y a toujours des efforts à faire. Donc ça veut dire que, bon, pour ce qui concerne la fonction ressources humaines, elle fera son bonhomme de chemin également. Et nous sommes sûrs qu'avec l'engagement des uns et des autres, on va pouvoir y arriver avec toutes les difficultés qu'on connaît en matière de gestion des ressources humaines. Il y a aussi, il faut souligner, l'administration publique peut être très performante. On a le cas de l'administration publique suédoise, on dira peut-être que c'est sous d'autres cieux, mais ils ont réussi à mettre en place des outils
Et ces outils-là sont suivis. Et c'est une administration publique aujourd'hui qui est citée en exemple, à l'image des entreprises comme Coca-Cola, Pepsi-Cola, Microsoft et autres. Ils ont mis l'accent sur la gestion des ressources humaines et aujourd'hui, ils sont cités vraiment en référence. Donc, je voudrais aussi interpeller les DRH et tous les gestionnaires des ressources humaines parce que la valorisation de la fonction également relève de nous. Il faut que nous fassions des efforts, que l'on cherche à se former, à performer vraiment dans les attributions qui nous sont dévolues pour prendre notre place. Il y a déjà des efforts qui sont faits, mais les efforts également, nous devons également déployer des efforts pour prendre la place qui nous revient dans cette administration publique. Il y a beaucoup de failles. Normalement, le DRH est associé au début et à la fin de toute organisation. Ici, dans l'administration publique, on remarque que même dans l'élaboration des politiques sectorielles, les DRH ne sont pas vraiment associés. Après, à la mise en œuvre, on demande voilà qui doit faire quoi, ou bien ça doit être fait par qui. Donc tout ça, c'est des problèmes qui montrent que la fonction ressources humaines n'est pas valorisée. Dans les grandes entreprises, les PDG ont entre autres, bon, disons 3 personnes les plus importantes. C'est entre autres le DRH. Voilà. Donc c'est peut-être ambitieux de souhaiter. Vous confirmez? Oui, je confirme. D'accord. Voilà. Okay, donc le DRH fait partie des 3 personnes les plus importantes de dans les entreprises privées. Donc il faudrait que voilà, nous puissions donc intervenir en anticipant et en faisant de bonnes propositions, mais ne pas être utilisé au bout de la chaîne pour éteindre le feu. Et également inviter à des réflexions sur la motivation des agents, parce que je suis convaincue que le salaire n'est pas la panacée. On pourrait augmenter le salaire chaque fois, mais ça ne pourra pas forcément répondre aux questions que nous avons, à savoir les préoccupations de santé, les préoccupations de déplacement, les préoccupations de logement et de scolarisation de nos enfants. Je vous remercie. Le salaire n'est pas la panacée pour répondre aux préoccupations, entre autres, de la santé. C'est sur cette note que je vous propose, dans le prochain thème de notre émission, de se pencher sur le coût de la santé au Burkina Faso. Et je remercie déjà Monsieur le ministre qui a marqué sa disponibilité à venir au plateau ici afin qu'on puisse se pencher sur cette thématique. Et c'est le lieu pour moi de dire encore grand merci à Madame la directrice des ressources humaines du ministère de l'économie et des finances et tous ses collaborateurs, la fonction publique, l'association burkinabé des GRH et Monsieur le représentant en quelque sorte des agents du ministère de l'économie et des finances et tous les invités ici présents et bien entendu vous, chers téléspectateurs, devant votre petit écran. Merci à tous et à très bientôt pour le coût de la santé au Burkina Faso. Merci et à la prochaine.